Salut à tous et bienvenue sur IGTV, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super, parce que là pour une fois j'ai pas mes filles, je vais avoir du temps, donc du coup je vais pouvoir vous faire une belle review vidéo et vous faire découvrir tous les secrets du culte de Jenny Stiller. Alors avant de commencer, je me suis aperçu que je vous avais pas montré la planche qui était fournie avec le codex, avec les pions justement qu'on va avoir. Voilà, un petit test toujours, est-ce que ça se détache bien? Ça reste un petit peu accroché. Il y a des petits morceaux qui restent, mais bon, c'est quand même plutôt solide, plutôt même très solide pour du pion. Et puis vous voyez la réglette dont je vous parlais, avec la cité ruche, et puis quand on va dans l'espace, voilà, la flotte ruche en approche. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien qu'ils nous sortent comme ça des petites choses en plus avec le codex, et j'espère que du coup on aura l'occasion d'en revoir d'autres à l'avenir. Alors le culte Stiller, même si c'est une armée qui a assez récemment, on va dire, par rapport à d'autres factions, eu son codex, c'est quand même quelque chose qui est là présent depuis très longtemps dans 40 000. Je vous ai montré dans l'autre vidéo le patriarche Jenny Stiller, qui était plus ambiance mafiosi. Voilà, donc du coup il y a quand même un passif malgré tout. C'est pas, vous voyez, par rapport aux Skitarii qui sont beaucoup plus récents, voilà, là on est vraiment sur une armée avec un plus grand passif, et dans ce codex justement on va avoir le détail en fait de toutes les sous-factions, en fait de tous les cultes en fait qui peuvent exister au sein de l'Imperium, enfin un petit peu, hein, en tout cas les grandes factions. Alors le principe c'est quoi? Adorateur du Xeno, c'est que on va se retrouver avec un Jenny Stiller, c'est comme ça que ça commence toujours, un petit Jenny Stiller, un petit peu en mode alien, qui vient dans un monde et qui va en fait se cacher, se tapir, attendre des années s'il le faut, ralentir son métabolisme pour pouvoir justement comme ça survivre le plus longtemps possible. Et puis quand il sent qu'en fait il a trouvé un terreau fertile pour implanter son culte, et bien du coup il va infecter en fait au fur et à mesure des humains. Et puis au fur et à mesure, ces humains ils vont être soumis à une influence non pas de l'esprit de la ruche, mais du Jenny Stiller, qui du coup devient un patriarche. Alors ce développement en fait il est un petit peu détaillé, c'est-à-dire que à partir du moment où l'esprit de la ruche est là, le Jenny Stiller, n'importe quel Jenny Stiller, va être soumis à l'impératif de l'esprit de la ruche. Donc du coup il va pas faire ce mode de fonctionnement, à savoir créer un culte, mais il va être la machine à tuer qu'on connaît. Par contre, dès qu'en fait il n'est plus soumis à l'impératif de l'esprit de la ruche, et bien du coup il y a cette conscience propre qui se développe, et un nouvel impératif qui n'est pas de tuer, mais qui est d'implanter un culte. Et ça, quelle que soit en fait l'espèce qui va être ciblée, c'est-à-dire que, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, mais bien sûr, les Jenny Stiller peuvent infecter la plupart des entités biologiques qui sont dans la galaxie, donc que ce soit des taux, ça peut être des croûtes, ça peut être des orques, ça peut être des Eldar aussi, donc j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Pourquoi c'est plus souvent des humains? Il y a une raison à ça, mais enfin au-delà du fait que on est des humains et que du coup commercialement parlant ça soit plus porteur, mais voilà, c'est expliqué en termes de fluff. Et donc du coup après, ce qui va se passer, c'est que au fur et à mesure en fait du contrôle des humains, les humains qui sont affectés à la secte vont pas arriver en mode je pète tout, mais vont de façon insidieuse venir s'implanter dans toutes les couches de la société dans laquelle ils sont, et puis partager en fait leur culte sans le révéler, et puis de fil en aiguille comme ça corrompre de plus en plus de personnes, et puis finir par un beau jour, deux possibilités: soit la flotte ruche arrive et puis du coup là ils sortent de leur cachette, ils se révèlent au grand jour et puis ils essaient de faire le maximum de carnage pour préparer l'invasion, ou alors si jamais la flotte ruche n'arrive pas et que le patriarche en fait sent qu'il est à un moment donné où il peut contrôler en fait par lui-même la planète, et bien du coup il va faire un coup d'état en fait et prendre le contrôle de la planète. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu la trame générale. Après bien sûr on va regarder un petit peu plus en détail. Clac. Donc le fléau Jenny Stiller, voilà, c'est ce qu'on vous explique. C'est-à-dire que les Jenny Stiller, en fait, ça a été la première espèce tyrannide qui a été découverte par l'Imperium. Au début, on pensait que c'était une sous-espèce à part, on ne savait pas que c'était apparenté en fait aux tyrannides. Donc sur les lunes de Imgarl,
Voilà, donc, et puis après, au fur et à mesure, en fait, on a rattaché ces génistealers à la flotte tyrannide, et puis on s'est dit que c'était des organismes avancés, justement, sur la flotte tyrannide. Donc là, on vous détaille, en fait, toute l'évolution, justement, des différentes générations d'hybrides, mais comme il y a un schéma un petit peu plus loin, voilà, juste sur la page d'à côté, je vais utiliser plutôt le schéma qui est juste après, ça va être un petit peu plus visuel, mais voilà, hop, alors... La création d'un cul. Donc comment on arrive? Déjà, il y a un vecteur d'infectation, donc ça va être un vaisseau, ça va être un genestealer qui s'est infiltré dans les cargaisons. C'est souvent, là on est dans le trip vraiment alien, hein, le 8e passager. C'est le 8e, moi je crois que c'est le 8e passager. Et donc du coup, vous avez la créature qui se cache, qui est tapie, et qui, dès qu'elle arrive sur un endroit où il y a une population suffisamment propice à se développer, et ben, va se transformer en patriarche. Voilà. Ensuite, la population indigène. Première chose, en fait, le genestealer, une fois qu'il est, enfin même un petit peu avant, même avant qu'il passe au mode patriarche, il peut en fait, avec son, alors je crois que ça s'appelle un ovopositor, faut que je retrouve le mot, mais en fait avec sa langue, il va implanter des gènes tyrannides à l'intérieur de l'hôte. Donc là on va partir sur des hôtes humains, mais ça peut être encore une fois, je vous le rappelle, hein, des orques ou des eldar ou autre chose. Et à partir de ce moment-là, la créature infectée va pas muter, mais par contre va subir l'influence du patriarche et son état d'esprit va changer. C'est-à-dire que son impératif, ça va être vraiment la survie du culte, la survie du patriarche et pas du tout sa propre sécurité ou ses propres enfants s'il peut en avoir. Voilà. Et donc, cette première génération, en fait, elle est complètement humaine. Mais au fur et à mesure, elle va en fait se reproduire avec d'autres humains qui vont être infectés, et cette première génération, cette première sous-génération, ça va être ce qu'on va appeler les hybrides. Les hybrides, pourquoi? Parce qu'ils sont issus et du patrimoine génétique humain et du patrimoine génétique des tyrannides. Et donc, il y a une première phase où ces hybrides, bon, le problème c'est qu'ils vont ressembler en fait beaucoup plus à des genestealers qu'à des humains. Donc ils peuvent pas passer en mode infiltration, je m'infiltre au sein des factions de l'Imperium et puis on va dire que je vais passer inaperçu parce que j'ai une capuche. Ça va pas marcher. Par contre, ça va être eux qui vont pouvoir commencer à préparer le terrain. Donc c'est-à-dire construire des bases secrètes, donc creuser le sol, essayer de fouiller, commencer à récupérer de l'armement, etc. Et puis, de fil en aiguille, cette première génération va se reproduire et puis créer une deuxième génération. Donc là, dans cette deuxième génération, la forme se rapproche un petit peu, mais on est toujours sur quelque chose qui est vaguement humanoïde, mais qui reste plutôt tyrannide. Voilà. Ensuite, le cycle se poursuit et on va arriver à la troisième génération. La troisième génération, elle est assez intéressante parce que c'est à partir de ce moment-là où les hybrides, parce que ça reste toujours des hybrides, peuvent passer plus ou moins pour des humains, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de bras surnuméraires, c'est-à-dire qu'ils vont rester sur deux bras tout simplement, alors que les hybrides de première et deuxième génération, eux, en général, ils ont 3 voire 4 bras. Et donc, ceux qui sont de troisième génération vont pouvoir commencer à infiltrer un petit peu les couches les plus basses, on va dire, de l'humanité. Là, on va rester sur l'humanité. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer pour des mutants, en fait, tout simplement. Comme la mutation est assez répandue dans l'Imperium, et ben, quand on voit quelqu'un qui a une tête un petit peu bizarre, bon, c'est pas très étonnant, avec toutes les mutations qu'il y a. Personne va être trop étonné de la tête un petit peu bizarre. Donc ils vont continuer comme ça le cycle de reproduction et ils vont arriver sur la 4e génération. Et là, la 4e génération, on a vraiment du mal à les distinguer des humains. Il faut savoir ce qu'il faut chercher, mais hormis le fait qu'ils vont être chauves, la plupart, enfin même tout le temps, ils vont tout le temps être chauves, il va y avoir très peu de signes distinctifs et c'est cette génération-là qui va donner la plus grande partie des agents du culte qui vont s'infiltrer en fait au sein de tout ce qu'on va avoir dans justement l'Astra Militarum. Donc c'est ces factions-là qui peuvent passer pour des humains classiques. Donc du coup, l'intérêt, là encore une fois, ça va être d'aller dans dans tous les échelons, on va le voir encore un petit peu plus tard, dans tous les échelons de l'organisation de, là en l'occurrence, une cité ruche, ou de l'organisation de l'humanité. C'est-à-dire et dans les instances dirigeantes, et dans les bases instances, et dans les producteurs, et dans l'administration, etc. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, si on a des complices un petit peu partout, c'est beaucoup plus simple d'organiser les choses, et puis
Et puis voilà, hein, donc au fur et à mesure, c'est tentaculaire et puis c'est exponentiel, hein, c'est-à-dire que d'un Genie Stealer, on est passé à une société un petit peu infiltrée avec beaucoup d'agents cachés, d'agents dormants. Parce que l'intérêt, c'est de ne pas se révéler. Hein. Le culte Stealer, c'est ça l'idée. C'est pas comme des gangers qui vont faire beaucoup de coups en fait, pour essayer de renverser petit à petit. Non, le culte Stealer, le but c'est plutôt d'être caché, d'emmagasiner le plus possible de fournitures militaires, et puis quand le moment est venu, quand la flotte tyrannide arrive, on sort, et là on fait le maximum de dommages. Et ensuite, ce qui est assez étonnant, c'est que la 4e génération, elle va enfanter des Genie Stealer puritains. Donc c'est assez étonnant comme cycle, mais c'est ce qui permet de recréer des Genie Stealer qui eux-mêmes peuvent repartir dans un nouveau vecteur de contamination et puis après aller contaminer d'autres secteurs, d'autres planètes, d'autres citérus et ainsi de suite. Et le cycle comme ça se reproduit à l'infini jusqu'à ce que soit le culte soit complètement éradiqué, ce qui est extrêmement rare, on le verra tout à l'heure aussi, soit justement les tyrannides approchent et puis là c'est assimilation complète. Donc voilà, hop. On va passer un petit peu, tous les personnages que vous avez vus un petit peu sur le côté, on va les revoir en détail, hein, vous inquiétez pas. Donc un ordre parasite, pourquoi? Parce que voilà, on vous apprend que c'est vraiment ça l'essence même du culte, c'est de s'appuyer sur les faiblesses des humains, là, en l'occurrence, pour justement en profiter. Donc un petit peu à l'image des sectes qu'on a dans le monde réel, bien sûr, c'est beaucoup plus simple d'aller chercher des gens qui sont malheureux. Et bien sûr, la population de l'Imperium, elle est opprimée. Là il y avait un texte, d'ailleurs il faudrait que je le retrouve, il était assez sympa, où du coup il y avait un travailleur qui disait la seule chose qui change dans ma vie c'est la lueur de la petite bougie qui m'éclaire quand je travaille, mon grand-père a eu la même, mon père a eu la même, mais moi par contre maintenant je me suis éveillé au culte bien sûr, et puis du coup ma vie sera différente, je vais pouvoir me sortir de ce cycle infernal en fait, et c'est là-dessus que s'appuie hein, le culte Stealer, c'est de promettre en fait, même à ceux qui ne sont pas forcément contaminés hein, et qui ne sont pas sous l'emprise du patriarche, de leur dire écoute, l'impérium, ouais, c'est compliqué, les arbitesses sont tout le temps là, à réprimander violemment, viens, nous on connaît en fait des dieux stellaires qui peuvent te permettre de transcender en fait ta réalité et puis tout simplement de te promettre un avenir meilleur, hein, bien sûr, hein, c'est un petit peu la promesse à chaque fois, hein, que ce soit tout ce credo-là, c'est toujours le même système, hein, c'est tu es malheureux, écoute viens avec moi, puis moi je te promets qu'un jour tu seras heureux, bien sûr ce jour arrivera jamais, mais tant que tu y crois, au moins tu travailles pour moi, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, hop. Alors, là, on va reparler un petit peu de pourquoi l'humanité est une proie plutôt privilégiée par le culte Stealer. L'intérêt de l'humanité, c'est que c'est une race qui a suffisamment de compétences techniques pour pouvoir voyager à travers les étoiles. Et c'est ce qui est important pour le culte Stealer, c'est de pouvoir se propager. Donc, très bien, là-dessus, ça passe. Après, elle a aussi la capacité à utiliser des armes, bien sûr, armes manufacturées, qui vont aider au soulèvement et à la conquête. Après, à l'inverse, l'humanité est suffisamment, on va dire, prise et enchevêtrée dans des croyances avec le culte de l'empereur et ce genre de choses, pour qu'elle soit facilement manipulable en fait. C'est pas contrairement aux Eldar qui sont on va dire globalement plus éveillés, qui ont une meilleure conscience déjà primaire d'eux-mêmes, les masses de l'Imperium, et bien justement voilà, elles vont pas penser à grand chose, elles sont un petit peu esclaves hein, de l'Imperium, enfin c'est complètement ça même, la plupart des humains sont esclaves de l'Imperium, et donc du coup, dans ce cycle automatique, où du coup leur avenir est tout tracé, bah, c'est beaucoup plus facile en fait de les manipuler, voilà. Donc là il y a le petit côté où justement ils vous disent, eh ben voilà, on peut aussi infecter d'autres races. Alors pourquoi les autres races ça marche un petit peu moins bien? Donc on a les orques, alors oui c'est intéressant, là ils vous mettent les grits, donc les grits, on peut faire une petite recherche Google. Donc voilà, les grits sont une race d'invertébrés xéno originaire du monde d'océan Islassou qui ont rejoint l'Empire Tau, voilà, tout simplement, et qui ont aidé les Tau dans le développement technologique. Bon, ben voilà, on n'en apprend pas beaucoup plus. Alors ensuite, les Kroût, les Eldari, les Tarélians, c'est pareil, à voir. Et les Tarélians, on vous dit que c'est une race un petit peu de lézards en fait, hein, donc ça fait un petit peu les hommes lézards qui se sont fait nuquer leur monde par l'Imperium et donc du coup ont une dent contre l'Imperium et puis on les voit de temps en temps alliés à l'Empire Tau, justement quand il y a des guerres contre l'Imperium, voilà.
Et puis dernièrement, on vous a appris aussi que la flotte ruche Moloch avait assimilé justement une civilisation de Tarélion. Donc c'est peut-être pour ça qu'on les retrouve aussi un petit peu là. Et même les taux. Alors, pourquoi ça marche moins bien avec les autres? Alors on commence avec les orques. Donc le problème avec les orques, c'est qu'ils sont capables de distinguer l'aura malsaine qu'il peut y avoir avec un orque en fait qui est infecté. Parce que comme ils ont une psychologie très simple, les orques, dès qu'il y a un petit changement, dès que quelqu'un est un petit peu en retrait, c'est louche, c'est bizarre, et donc du coup il se fait tabasser, et puis voilà, ça va pas marcher. Ensuite, les croûtes, les croûtes sont guidées en fait par les shapers. Vous savez, c'est les shapers, c'est les croûtes qui guident en fait le peuple un petit peu, et eux, grâce à leur capacité à goûter en fait les phéromones, du coup ils peuvent aussi sentir qu'il y a un petit problème, parce que vous savez, les croûtes en fait ils peuvent manger leurs adversaires, et puis du coup se servir du matériel génétique pour l'incorporer à leur propre personne, pour pouvoir comme ça évoluer. Et c'est le but des croûtes, c'est aussi un petit peu comme des tyrannides, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre ce patrimoine-là, prendre les bons éléments et puis les incorporer à leur gène. Et donc bien sûr, là ils sentent qu'il y a un problème avec certains de leurs congénères, et donc du coup ça marche beaucoup moins bien. Ensuite, les Eldari, le problème c'est qu'ils ont un cycle de gestation très long. C'est-à-dire que pour passer pour qu'ils aient des enfants, en fait ça dure des centaines d'années, et ça c'est un problème, contrairement à la race humaine où à partir de 15-16 ans, ça y est, du coup on va pouvoir se renouveler. Donc on peut même imaginer qu'il y ait des cycles plus rapides, donc ça veut dire que tous les 12-14 ans, vous avez une nouvelle génération, et on va vite arriver comme ça à une génération, la 4e et la 5e, qui va refaire des Genie Stealers pour pouvoir compléter et de nouveau comme ça générer d'autres cultistes. Alors qu'avec les Eldar, s'ils mettent 200, 300, 500 ans à avoir des enfants, et du coup pour atteindre le 5e cycle, ça met extrêmement longtemps. Donc du coup c'est pas très rentable. Et ensuite il y a aussi la capacité psychique des Eldar qui s'oppose justement aussi un petit peu à l'esprit de la ruche. Voilà. Et ensuite, pour finir, on a les taux qui, eux, du coup, sont soumis à un autre impératif. C'est marrant parce que du coup, on se rend compte qu'en fait, toutes les races, elles ont toujours des petits trucs comme ça. Personne n'est vraiment libre. Hein. Et donc, du coup, les taux, eux, ils sont soumis à la caste des éthérés. Et du coup, en fait, le pouvoir qu'ont les éthérés sur les taux supplante le pouvoir d'hypnose qu'ont les patriarches. Et que du coup, ça marche pas non plus. Et donc du coup voilà, seule l'humanité avec cette civilisation si variée et anarchique s'est révélée un autre idéal. Alors là on vous détaille un petit peu tous les mondes qui peuvent être infectés et intéressants justement pour le culte Stealer. Donc on a les cultes militaires, donc ça évidemment très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir récupérer très facilement des armes, s'équiper très facilement. Alors là les cultes barbares, par contre là c'est un petit peu plus compliqué parce que il n'y a pas de gain technologique, il n'y a pas moyen d'aller se répandre facilement, et puis en plus les barbares eux comme c'est une civilisation beaucoup plus portée sur la chasse, etc., ils vont souvent chasser là c'est sympa car les Purestins, donc les Genie Stealers qui atterrissent se retrouvent aussi souvent chassés que chasseurs. Voilà, donc là du coup c'est un petit peu moins intéressant. Après les catacombes, donc ça c'est des zones oubliées, donc c'est très bien parce que ça fait beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de personnes encapuchonnées, donc du coup ça passe très bien pour pouvoir corrompre un petit peu tout le monde. Là, à la frontière, ça nous explique que sur tous les mondes qui sont nouvellement colonisés, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, l'impérium de l'humanité est tout le temps continuellement en train de conquérir en fait de nouveaux mondes. Et bien, c'est très intéressant pour le culte Stealer d'être là dès le début. Comme ça, du coup, même si c'est un petit peu plus compliqué, au moins il peut établir les bases et puis être présent dès les fondations en fait du monde. Donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, ça c'est tout ce qui est agrimonde. Donc les agrimondes, évidemment, l'intérêt, c'est qu'ils s'ils peuvent en fait occuper tout ce qui est agroalimentaire, et bien du coup ils peuvent aussi facilement, comme c'est des mondes en fait avec une forte exportation, c'est très facile de cacher un Genie Stealer dans une caisse de vivres, et puis comme ça de répandre l'infection. Et puis on verra aussi qu'il y a aussi des moyens de contamination qui passent par justement la nourriture. Ensuite, sur les mondes qui sont les mondes très sauvages, là c'est un petit peu plus compliqué, il n'y aura pas forcément de développement. Par contre les Genie Stealers peuvent facilement passer incognito, et puis là l'intérêt aussi c'est que souvent c'est des bases d'entraînement pour l'Imperium, et donc du coup dans ces mondes un petit peu farouches, les humains se méfient
méfient bien sûr, mais ils vont moins s'étonner s'il y a des prédateurs, vous voyez, alors que dans un monde où tout doit bien se passer, s'il y a des humains qui disparaissent, ça va être un petit peu louche. Là, c'est normal, donc du coup, on se casse moins la tête à chercher le pourquoi du comment. Voilà. Et puis après, on a les mondes féodaux, donc là on vous dit que l'intérêt c'est que souvent c'est dirigé par un roi, donc là si le patriarche ou un magus arrive à cet emplacement là, à cette place là, et bien du coup c'est encore plus facile de diriger tout le monde parce que les gens vont pas poser de questions et vont simplement obéir à la volonté du roi. Et enfin dans tout ce qui est les mondes plus civilisés, plus classiques, et ben là c'est pareil, il y a tellement d'échelons, c'est tellement tentaculaire que c'est très facile de monter un culte et puis de gagner comme ça toutes les strates de la population. Voilà. Alors, le culte de la guerre, pourquoi? Parce que ça vous explique que au début, eh bien sûr, le culte est secret. Par contre, bien sûr, il y a un moment donné où va falloir se révéler, et c'est toute la plénitude du codex, et puis partir en guerre. Et c'est dans cette partie où on vous explique un petit peu justement tous les personnages. Donc je vais passer un petit peu parce que de toute façon ça va être du redit avec, on va le voir plus en détail tout à l'heure. Mais vous avez justement des rôles spécifiques qui apparaissent spontanément au sein des cultes stealers et qui vont remplir le rôle de chef de guerre, chef d'état-major, chef de tous les aspects en fait que la guerre peut avoir. Donc voilà, on va passer un petit peu ici. Donc les flottes ruches, alors voilà, ça c'est la blague ultime pour le culte stealer. C'est-à-dire que la croyance primaire des cultes des cultistes, c'est qu'une entité céleste, un dieu, va venir en fait les libérer de leur basse besogne et puis va venir leur ouvrir en fait la voie de l'immortalité. Alors c'est plus ou moins vrai. Mais ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, dans un premier temps, quand les tyrannides arrivent, en fait, la flotte ruche reconnaît en fait, bien sûr, ceux qui sont infectés par le gène tyrannide et ceux qui vont se battre justement à ses côtés. Donc, les tyrannides vont ignorer dans le combat tout ce qui est culte stealer. Donc, c'est très bien parce que le culte se dit waouh, super, ces super prédateurs arrivent, ils nous libèrent de l'oppresseur impérial. En plus, ils nous attaquent pas, c'est nos potes, c'est génial. Par contre, ce qui se passe, c'est que une fois que il ne reste en fait plus que du culte et du tyrannide, et bien du coup, cet impératif-là disparaît et puis ça fait plus aucune différence. Ça reste, le cultiste devient de la biomasse. Et bien sûr, le tyrannide, lui, a envie d'assimiler la biomasse, et les cultistes se font aussi assimiler. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, soit ils meurent sous les balles, soit ils meurent sous les griffes des tyrannides. Voilà. Alors du coup, la promesse est quand même tenue, parce que leur patrimoine génétique est incorporé à l'esprit de la ruche et retransformé en créature, et donc du coup, par ce biais-là, ils accèdent plus ou moins à l'immortalité. Par contre, bien sûr, il n'y a plus aucune notion d'individualité, et puis chaque cultiste, même les magus, même les magus, les primus, etc., sont assimilés par l'esprit de la ruche. Mais ce qui est assez amusant quand même, c'est que il y a un petit soubresaut de prise de conscience à la fin, quand ils voient en fait que les membres du culte se font assimiler par l'esprit de la ruche. Ils ont quand même ce petit sursaut de... c'est triste, parce que les tyrannides, ils pourraient quand même aller jusqu'au bout et puis les laisser venir à la limite se sacrifier tout seuls dans les fosses de digestion, mais non, on coupe un petit peu ce petit lien, et puis les tyrannides vont aller se battre pour assimiler les cultistes, et les cultistes voient l'horreur de la réalité. Voilà. Hop, on est un monde cruel, hein. Alors, on va regarder maintenant un peu plus en détail ce qui fait la spécificité de chaque credo du culte. Bien sûr, on va être dans l'exagération. Alors, le culte de l'empereur à quatre bras, on vous dit que c'est le culte où vous avez justement les cultistes qui sont le plus fervents, passionnés, défenseurs du patriarche. Alors, sachant que les exemples, c'est bien sûr, ils vont pas hésiter à faire don de leur corps pour protéger le patriarche, ce qui reste le cas dans toutes les factions, mais là, on va dire que c'est encore plus. L'idée, c'est qu'ils vont idolâtrer l'empereur, mais leur empereur à eux, et faire passer ça pour de la vénération en fait envers l'empereur de l'humanité, mais leur empereur à eux a quatre bras, et ils se gardent de le dire, mais c'est bien sûr le patriarche et puis l'entité peut-être qui peut venir un jour les libérer, à savoir les tyrannides. Alors eux, ils n'ont pas conscience, ça c'est les choses qu'il faut avoir en tête, c'est que les cultistes n'ont pas conscience de l'existence des tyrannides. D'ailleurs ça c'est assez intéressant, parce qu'on peut se demander ce qui se passe quand des agents du culte
se rendent compte qu'un autre culte se fait assimiler par les tyrannides. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas traité, mais c'est quelque chose qui peut être assez intéressant, parce qu'on peut imaginer qu'avec un réseau tentaculaire d'informations, il peut y avoir des différents cultes qui vont se rejoindre, en fait. Et on peut aussi imaginer qu'il y a un agent du culte qui soit vraiment en avance, et puis qui se rende compte que, justement, la flotte ruche qui arrive, et bien, du coup, elle va assimiler la planète. Mais même au sein d'une planète, en fait, on peut réfléchir, comme dans le système, il va y avoir plusieurs planètes, on peut très bien imaginer que les cultistes qui soient sur un monde aient conscience que le monde qui est le plus éloigné, qui va du coup prendre l'avance de la ruche en premier, se fasse assimiler et peut-être prenne conscience. Ça peut être intéressant de ce côté-là du fleuve. Voilà, je me suis complètement égaré, mais bon, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est d'essayer d'explorer un petit peu les voies du fleuve cachées et qui sont pas explorées, puis d'en faire sa propre armée. Vous voyez, là je suis en train de me dire, on peut tout à fait partir dans un délire, je fais une armée de culte stealers, mais qui serait loyale à l'Imperium, pour de vrai, parce que justement elle aurait conscience qu'elle va se faire assimiler par les tyrannides. Voilà, tout ça pour dire, faites-vous plaisir avec le fluff, il y a toujours moyen, c'est ça la grande richesse de ce jeu, encore une fois, c'est tout le vaste univers sans limite qu'il y a au niveau du fluff, donc faites-vous plaisir. Alors, pour en revenir au l'empereur à 4 bras, voilà, on est sur une vénération typique du culte. On va dire que c'est le culte le plus classique dans le sens où on peut l'imaginer avec je cherche à miner de l'intérieur, je vais m'organiser pour prendre toutes les strates de la société et puis le moment venu renverser justement les choses. Voilà. Donc c'est le plus classique. Hop. Après, on va passer au culte de la ruche. Donc là, le culte de la ruche, lui, ça va être celui qui est le plus militarisé. C'est-à-dire que leur vision à eux, c'est que très tôt, en fait, il faut prendre justement toutes les armes de l'Astra Militarum, en prendre le plus possible, et puis dès que possible, tout de suite faire la guerre en fait. Et leur idée c'est de se dire que ça sert à rien d'avoir beaucoup de cultistes qui sont des ouvriers qui vont se battre en bleu de travail avec leurs perceuses. Ce qui serait plus intéressant au contraire c'est que tout le monde soit directement militarisé et que ce soit des agents très entraînés avec le meilleur matériel que peut avoir l'Astra Militarum et directement pour eux. Voilà. Donc ça c'est le côté plus belliqueux. Eux ils vont avoir une façon d'agir qui est beaucoup plus directe. Ils vont être moins dans la manipulation. Ils vont être plus dans le côté un petit peu je te rentre dedans. Voilà, de la ruche. Ensuite, le rouage lamé. Donc eux, c'est aussi assez intéressant et ça peut aussi donner lieu à une création d'armée basé sur la conversion, vous allez voir pourquoi. Parce que le rouage lamé, en fait, d'abord, il s'est établi dans une société qui était portée sur le culte Mechanicus. Et c'est à partir du culte Mechanicus qu'ils ont réussi à corrompre au fur et à mesure les différentes strates et s'incorporer dans le Mechanicus. Donc ça, c'est assez étrange, en fait, pour les tyrannides. D'ailleurs, on vous le dit un petit peu, il y a un petit passage qui est un petit peu... alors qui n'est pas très clair, où on vous dit que le but de ce culte-là, c'est d'essayer d'amalgamer le plus possible le côté cybernétique, le côté humain et le côté tyrannide. Donc, c'est-à-dire de faire une tri-hybridation entre justement ces trois aspects et lier le meilleur du mécanique avec le meilleur de l'humain, avec le meilleur du tyrannide, pour bien sûr en profiter. Mais on vous dit que malgré tout, l'espèce tyrannide est trop étrangère pour que la technologie puisse être utilisée. Donc... voilà, ce que je me traduis là par ça, c'est peut-être que le culte, lui, pense que la meilleure voie pour se perfectionner, ça passe par le côté mécanique, mais que de toute façon, c'est voué à l'échec par l'assimilation de la flotte ruche qui ne réutilisera pas tout simplement les améliorations mécaniques. Voilà. Donc leurs adeptes, eux, bien sûr, sont très intéressés par le côté mécanique, le côté cybernétique, donc c'est ce qui en fait une armée très riche. Si vous voulez faire des conversions, vous pouvez prendre des Skitarii au lieu de prendre de l'Astra Militarum, et puis justement le convertir avec des petits éléments tyrannies, des petits éléments culte stealer. Et là aussi, je pense qu'en termes de conversion, ça peut vous faire une faction très très riche. Voilà. Alors après, bon voilà, on vous dit qu'eux sont portés justement sur l'augmentation mécanique, donc ils vont se faire greffer des griffes métalliques, des éléments en plus pour accroître encore leurs compétences. Voilà. Clac. Alors la griffe rouillée, eux, on va dire que c'est un peu alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais on va dire les nomades. Eux, leur but, c'est vraiment de donner leur âme pour le culte,
j'allais dire pour les tyrannides, mais comme ils savent pas que c'est les tyrannides, on peut pas dire ça vraiment, pour le culte, pour l'entité suprême, et ils pensent que chaque possession, alors là, si vous vous rappelez du sketch des inconnus avec Krishna, c'est chaque possession que tu tiens, chaque bien que tu retiens est un élément qui te retient, et ça c'est exactement le credo de la griffe rouillée, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'abandonner au maximum les richesses matérielles, parce que l'important c'est justement de pouvoir s'élever et d'élever son âme. Donc d'aller au-delà des richesses matérielles. Donc ça se traduit comment? Tout le côté justement bien possession, ils vont vraiment pas s'en occuper et du coup ils vont avoir des véhicules rouillés, ils vont avoir un équipement vraiment très altéré. Au sein même de leur culte, en fait, ils ont des cultistes qui ont la capacité, qui ont développé en fait un toucher qui peut corrompre en fait le métal, c'est-à-dire que simplement par leur toucher, ils vont faire rouiller tout ce qui touche. Donc c'est le côté un petit peu déprédation. D'ailleurs c'est assez sympathique parce que, alors je sais plus où c'est, je crois que c'est dans l'historique après, il y a un moment où justement ils rencontrent le culte, enfin le Nurgle en fait, des apôtres de Nurgle, et du coup c'est là où ils apprennent ce que c'est que vraiment la dégénérescence du métal, etc., l'entropie ultime, et donc du coup il y a ce petit revers qui est assez sympathique niveau fluff. Voilà. Donc si vous voulez des mecs vraiment équipés un petit peu, vraiment ce qu'on peut vraiment imaginer en mode post-apocalyptique au niveau de votre armée. En fait, c'est ça qui est aussi sympathique, c'est l'historique qui peut vous guider, encore une fois, sur la conception, sur la peinture, sur la façon dont ça va être représenté. Voilà, vous avez vraiment ce côté dépenaillé, avec vraiment... enfin, un côté très sale, un petit peu vraiment dans l'imaginaire de John Blanche, hein, ce qu'il peut peindre. Vous voyez, si vous regardez dans le White Dwarf, vous avez toujours une imagerie très sombre, très sale, très rouillée. Voilà, ça va être la griffe rouillée. Hop. Ensuite, les princes des pauvres. Donc, les princes des pauvres, c'est un culte qui est mis très en avant parce que dans Vigilus, c'est justement la faction qui se bat. Donc, c'est, je pense, la faction sur laquelle on a le plus d'informations. Si vous avez lu Vigilus, hein, vous avez vraiment... une bonne façon détaillée de voir comment ils se battent. Alors, ce qui les guide, eux, c'est que dans les premiers temps, vous avez un de leurs magus qui a sacrifié sa vie, qui a fait le sacrifice ultime pour protéger justement le patriarche d'une balle de sniper, et donc rapide le mec, hein, il a fait corps avec sa tête, et donc du coup son corps a été mis sur la bannière du culte, donc on le voit ici, et puis le fait que la balle de sniper a traversé son crâne, c'est repris dans l'héraldique, vous voyez ici là ce petit impact là, et puis on vous dit aussi que les cultistes pensent que si ils peuvent toucher en fait le crâne, ils peuvent avoir justement ce don un petit peu de préscience, et puis savoir ce qui va se passer, tout simplement. Alors après, au niveau de l'organisation, ça va être assez classique, à savoir justement on essaie d'incorporer toutes les strates, et puis dans cette dévotion, dans ce sacrifice aussi ultime, dans l'obéissance ultime pour le credo du culte, on va essayer de faire perdurer comme ça et protéger absolument le patriarche. Voilà. Ça rejoint un petit peu l'empereur à quatre bras. Et ensuite, on termine avec l'hélice altérée, on termine avec le meilleur. Vous savez, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment une petite préférence pour tout ce qui est l'hélice altérée, que ce soit au niveau de leurs règles ou même de l'historique, qui est vraiment super intéressant. Même l'héraldique, on a l'impression que ça pourrait être une bannière de Fabius Bill, hein, je pense que c'est un peu l'idée. Alors, c'est assez intéressant chez eux parce que qu'est-ce qui se passe? On est sur une civilisation humaine qui était assez portée sur l'étude génétique et qui faisait tout ce qui était test interdit. Et puis bien sûr, il y a un Gene Stealer un jour qui est arrivé sur cette planète. Il a cherché à infecter en fait les autres, mais il n'a pas réussi. Et il s'est fait capturer et disséquer avant de pouvoir justement implanter le culte. Et de fil en aiguille, les scientifiques qui étudiaient en fait justement la tentative du Gene Stealer ont compris que son génome pouvait altérer les autres formes de vie et du coup en prendre possession et les contrôler. Et c'est justement ce qui a été utilisé, c'est-à-dire que alors je sais pas comment on peut les appeler, mais on va dire les scientifiques, ça va être plus simple. Les scientifiques ont réussi à isoler ce gène et l'ont implanté dans toute la population locale eux-mêmes, sciemment,
pour justement avoir le contrôle total sur la population. Et ça en faisait bien sûr une population très docile, qui se laissait faire, et de fil en aiguille, eux-mêmes, ils se sont injectés les gènes du gene stealer, et puis c'est comme ça qu'ils ont créé en fait ce système-là. Donc il n'y a pas eu un patriarche en fait qui s'est développé, mais au fur et à mesure, c'est les instances dirigeantes qui ont infecté de leur propre chef, leur propre population, et ce qui a fini par donner justement un culte stealer avec l'hybridation et puis tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, c'est assez amusant comme fluff, hein, qu'ils aient réussi justement à échapper à l'infestation primaire, mais que d'eux-mêmes, ils se sont auto-injectés les gènes du gene stealer. Donc c'est assez sympa. Et puis bien sûr, c'est un culte qui est porté sur la manipulation génétique et qui cherche justement, c'est pour ça qu'on voit les aberrantes, parce que les aberrantes sont une évolution génétique des cultistes. Ils sont très portés sur l'étude justement des aberrantes et vont essayer d'améliorer toujours le patrimoine génétique. Et comme ils sont assez forts justement en tout ce qui est médicaments, en fait, on vous apprend aussi que comme c'est une planète qui était très portée sur l'aspirine, on va dire, qu'ils ont envoyé partout, et du coup ils ont incorporé en fait les gènes au sein des médicaments qui vont être repris à travers tout l'impérium, et que de fil en aiguille, la contamination en fait se répand. Elle se répand aussi bien parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure aussi, on peut implémenter ça dans la nourriture, et au sein de la nourriture on va donner un petit peu des gènes tyrannides pour faire le culte stealer, pour faire l'obéissance au patriarche, et aussi bien sûr par les médicaments et les injections. Voilà. Ça c'est je vous lis ce petit passage qui est assez amusant. Donc tout est parfaitement normal. Vous êtes plutôt même en bonne santé. Avalez simplement le contenu de l'une des fioles pourpres au crépuscule et de l'une des fioles blanches à l'aube. Nous vous garantissons qu'en une semaine, vous vous sentirez comme neuf. Voilà, formidable, tout va bien, mais prends quand même ce petit médoc, et puis tu verras, ça va être super. Alors après, les factions mineures, voilà, si il n'y en a aucune des autres qui vous a inspiré, je vais passer un petit peu parce que c'est très très facile. Alors juste le sous-culte béhémoïde qui est assez sympathique. Pourquoi? Parce qu'en fait eux ils vénèrent une créature prise dans les glaces, et cette créature n'est autre que le vieux borgne en fait. Donc c'est un culte qui s'est développé autour du vieux borgne. Donc c'est assez sympathique. Voilà pour la petite histoire. Après les autres, je vais passer un petit peu. Alors cette carte, je vous avais déjà présenté. Si vous ne l'avez pas vue, hein, je peux vous envoyer aussi vers la vidéo que j'ai fait qui présente le codex. Là, on voit un petit peu comment se répartit en fait les différents cultes au sein de la galaxie. Et puis comme vous le voyez, on en a qui sont très proches de Terra. Donc même, vous voyez des petits points rouges qui sont sur Terra et Mars. Donc on peut imaginer que bien sûr, sur Sainte Terra elle-même, vous avez en fait des cultes stealers. Voilà. Ce qui n'est pas très engageant, hein. Mais de toute façon, c'est ce qu'on voit aussi dans les dynasties cachées. Donc ça, c'est des petits éléments de fluff comme ça pour vous donner une image de ce que peut être le culte stealer. Hormis justement le Sin of Damnation où vous avez un culte, enfin vous avez une infestation tyrannide du Spécial qui a été matée par les Blood Angels. Tout le reste, c'est plutôt très négatif. Alors bien sûr, à chaque fois que vous avez un codex, ça vous dit que c'est le meilleur. Ça vous dit que c'est eux qui vont gagner, c'est les plus forts, les meilleurs. L'Astra Militarum, c'est les meilleurs. Les Custodes, c'est les meilleurs. Les Necrons, c'est les meilleurs. Les Tyrannides, c'est les meilleurs. Le Chaos, c'est les meilleurs, quoi qu'il arrive. Mais là, encore une fois, c'est toujours tourné comme ça. En fait, en gros, hein, pour vous schématiser, l'idée, c'est toujours la même chose. Même si le culte est repéré, soit il se révèle au grand jour et puis il gagne, donc tout simplement voilà, victoire, soit il se fait chasser et puis quand les partisans du culte voient que c'est un petit peu perdu, et simplement ils vont se cacher et puis ils vont réapparaître, refaire un cycle, c'est pas grave, la patience pour eux c'est une arme, donc du coup s'ils gagnent pas dans cette génération-là, ils gagneront dans 5 générations plus tard, c'est pas très grave. Donc voilà, hop. Donc je passe un petit peu, après c'est des petites histoires, c'est un petit peu toujours un petit peu le même credo. Donc voilà, je vais passer un petit peu, parce que je pense que ce qui peut être plus intéressant, c'est de voir justement toutes les nouveautés qu'on a dans ce codex avec les personnages. Et puis cette vidéo, elle va être assez longue, donc du coup, autant gagner un petit peu du temps. Alors, les patriarches. Patriarches, on vous explique que simplement, c'est un gene stealer complètement identique à n'importe quel autre gene stealer, mais qui va justement développer cette faculté, une fois qu'il va être isolé, à pouvoir infecter ses hôtes, en fait, tout simplement. Et puis, de lui-même, il va muter, donc devenir plus grand, plus fort, acquérir une meilleure psyché, en fait, et du coup avoir une meilleure connexion avec les pouvoirs psychiques, et du coup développer des pouvoirs psychiques.
Après, il y a un petit parallèle aussi qui vous dit que vous pouvez très bien retrouver des sortes de patriarches au sein des armées tyrannides. Donc bien sûr, c'est les alphas, hein, et c'est Broodlord, c'est les Broodlords qu'on appelle maintenant. Du coup, la seule distinction, c'est qu'ils n'ont pas l'impératif de créer un culte, mais ils ont en fait accès aussi à ce patrimoine un petit peu plus fort, ces compétences plus fortes, et puis ce côté un petit peu psychique aussi. Alors, les Genestealers ont des petits familiers, et ces petits familiers, on vous apprend qu'ils s'auto-génèrent à partir alors c'est un petit peu confus, mais ils surgissent comme ça des ténèbres, quand il y a des zones d'ombre, etc. Donc il y a un petit côté un peu magique, un petit côté un peu psychique, et ces familiers sont des extensions du patriarche, tout simplement. Donc il y a ce côté qui est assez sympathique. Alors le Magus, ça va être une génération qui va apparaître avec les hybrides de... Alors, est-ce que c'est 3e ou 4e? Je ne sais plus. Je crois que c'est la 4e génération. Une fois qu'ils ont des traits qui passent complètement pour humains, et bien du coup, on va avoir un de ces hybrides qui va avoir un don très particulier, donc pour pouvoir maîtriser tout ce qui est pouvoir psychique. Il a aussi la capacité hypnotique, donc c'est-à-dire que le Genestealer, on vous dit le patriarche, simplement d'un regard, en vous regardant, il peut vous hypnotiser. Et bien ce Magus en fait va récupérer aussi ce pouvoir-là, c'est-à-dire qu'il a une fraction de la puissance du patriarche, et rien qu'en regardant, il va pouvoir en fait convertir les fidèles. Et puis le Magus, c'est un petit peu justement le prêtre, hein, de la secte, tout simplement. Donc c'est pas celui qui va forcément diriger le culte, attention, mais c'est celui qui va guider les adeptes sur le credo en fait du culte. Alors on vous dit que bien sûr il a des compétences martiales exceptionnelles, que c'est un humain plus fort que tous les humains, et puis que c'est une génération qui se fait spontanément. En fait, c'est ça dans l'évolution du culte Stealer, c'est qu'au fur et à mesure des hybridations, vous avez une génération spontanée d'un individu spécialisé dans un domaine. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt bien fait, hein. Donc voilà pour le Magus, qui est une très belle figurine, hein, ça vous l'avez déjà vu. Voilà. Ensuite, on passe au Primus. Alors, le Primus, c'est plus lui qui va être le chef de guerre. On vous dit que autant que le Magus, ça va être plutôt celui qui va être le leader spirituel, même si le Big Leader, the Big Papa, c'est le patriarche, et bien, dans les échelles en dessous, vous avez le Primus qui, lui, va être le chef de guerre. Donc, bien sûr, il a des compétences martiales exceptionnelles. Il est aussi fort qu'un Exarque Eldar. On compare à un Exarque Eldar, donc c'est dire qu'il a quand même de très bonnes compétences. Alors peut-être que c'est sur un autre, là j'ai un petit doute après, mais voilà, en tout cas pour vous dire qu'il a des très bonnes compétences, et surtout des très bonnes compétences de commandement. Et c'est ça qui est recherché, parce que aussi fort que soit le patriarche, en fait il n'est pas spécialisé dans la gestion en fait de l'armée. Et le Primus, lui, va être là justement pour ça. Son rôle, ça va être de pouvoir gérer justement un petit peu les différentes façons de faire la guerre, et de choisir en fait la bonne gestion tactique. Et puis on verra aussi qu'il y en a un autre qui est aussi spécialisé là-dedans. Voilà. Ensuite, l'acolyte Icon World. Donc lui, ça va être un hybride de première génération, donc vous voyez, avec plusieurs pattes, etc. Et qui est le plus costaud, on va dire, parce que sa charge, ça va être de porter la bannière, et puis d'inspirer justement tout ce qui est tous les cultistes. Et nous on a vraiment ce côté-là. À partir du moment où le cultiste va voir cette bannière, quelle que soit sa génération, il va se sentir galvanisé, et donc bien sûr l'artefact est extrêmement précieux, donc du coup on va le confier au meilleur hybride, en fait, celui qui a les meilleures compétences pour le protéger, tout simplement. Voilà. Hop. Alors le Clamavus. Le Clamavus, lui, donc c'est le porteur de la parole cultiste, en fait. Donc il va être là pour justement essayer de s'infiltrer. C'est un peu un hacker, en fait, on le dit d'ailleurs, c'est un hacker. Il est là justement pour corrompre tout le système de communication de l'Imperium, en l'occurrence, et d'insinueusement transmettre de mauvaises informations, transmettre les bonnes informations au culte, et utiliser justement cette capacité pour faire en sorte que sur le terrain, le culte va avoir vraiment un gros avantage. D'ailleurs, ce petit encart est assez sympa, parce qu'on vous dit qu'au fur et à mesure, ils ont même réussi
à changer le manuel d'éducation du fantassin impérial et de le réécrire de façon à ce que justement ça soit un terreau très fertile pour le corrompre et puis le convertir au credo du culte. Donc voilà. Bien sûr, après, ça va être un petit peu comme une sorte de chapelain, c'est-à-dire qu'il va avoir des discours enflammés pour exhorter justement les cultistes à devenir, à se transcender bien sûr pour le culte. Ensuite, le locus c'est comment on va appeler ça, le garde du corps. Le garde du corps, donc lui, le but, c'est de protéger bien sûr le magus, bien sûr le patriarche, ou tout autre personnage à caractère important, et puis c'est simplement l'assassin silencieux. C'est-à-dire qu'on dit qu'il a des compétences, alors c'est lui justement, je pense qu'il est comparé à un exarque Eldar, donc c'est dire un petit peu le niveau de maîtrise, sachant que bien sûr c'est un niveau qui va être acquis par justement ces gènes améliorés. Donc c'est dire qu'il y a moyen de... À la limite, on peut même se dire, mais pourquoi ne pas faire que des locus, et puis vous avez une armée de locus, et puis vous avez une super faction de combat. Bon, après voilà, c'est toujours là où le fluff peut se heurter un petit peu à la logique. Je vois pas ce qui empêche, au final, vu que ce gène existe, de simplement faire que chaque cultiste soit aussi puissant qu'un locus, et puis comme ça on n'en parle plus. Mais eux, alors c'est le tueur silencieux, voilà. Ça va pas être un assassin à proprement parler, mais ça va être plutôt la sentinelle, qui est là, qui ne bouge pas, qui se fond dans la masse, qui a sa capuche, qui ne cherche pas à attirer l'attention justement, et puis qui en un clin d'œil, dès qu'il y a moyen, va justement assassiner tout ce qui embête en fait un petit peu le culte. D'ailleurs, il y a un petit passage un peu sympa. C'est que quand vous avez justement un magus qui ne réussit pas à faire passer son message et qui du coup ne réussit pas à corrompre et à influencer en fait les autres instances, en fait le locus lui possède une sorte de bâton de brouillage qui va créer des nausées, des migraines, des vertiges, ce genre de choses, ou des spasmes chez les personnes qui parviennent. Je vais vous lire du coup le petit passage, ce sera peut-être plus sympa. Le locus actionne le pommeau ornementé de son bâton neurotraumatique pour accroître la puissance de la disruption mentale émise par l'artefact, suscitant des visions atroces, des migraines, etc. Et ceux qui parviennent à trouver la source de leur tourment s'emparent de leur pistolet avant d'être abattus rapidement à la suite de ce que le locus et son maître peuvent qualifier d'acte de légitime défense. Voilà, ça c'est le petit côté assez sympathique, c'est-à-dire que pour ceux qui sont assez forts pour résister, et ben simplement le culte va dire « Ah ben non, attendez, le gars il a sorti son arme, je sais pas pourquoi, donc bien sûr légitime défense, c'est pour ça qu'on l'a tué, hein, bien sûr. » Donc voilà, petit côté humour. Hop, on continue. Donc le Sanctus, là, lui, ça va être plutôt vraiment l'assassin. Donc le Splinter Cell qui va être accompagné en fait d'un petit familier. Lui, justement, c'est à lui qu'on va confier les missions d'assassinat. Pas j'ai oublié son nom, pas au locus, mais c'est le Sanctus qui lui va être chargé d'aller assassiner. Donc bien sûr, il a des compétences d'infiltration, il va toujours vivre à l'écart du culte, quel qu'en soit le motif, et puis quand on lui confie une mission, quand le patriarche justement va lui donner cette piste-là, en fait, en gros l'idée c'est que il va pouvoir donner une piste psychique ou génétique au Sanctus, et le Sanctus après va lui chercher tel l'assassin où que soit caché en fait le personnage. Alors un petit peu à l'image de Tooms dans X-Files, si vous connaissez, il a cette capacité de changer un petit peu son squelette, c'est la forme de ses membres, pour pouvoir un peu passer dans toutes les petites trappes ou toutes les petits trous qu'il va pouvoir trouver, et puis s'infiltrer comme ça à travers les bunkers les mieux défendus, et puis atteindre l'adversaire. Voilà. Donc l'assassin parfait. Alors, le Kellermorph, lui, c'est un petit peu... c'est le Zorro, voilà. C'est comme ça qu'on peut je perds mes mots, pardon, le résumé, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, parce qu'en fait, l'idée, c'est que lui, par contre, ça va être un personnage qui va être exposé à la lumière. On va en faire une sorte de Zorro, qui est là pour défendre l'opprimé, qui est là pour lutter contre l'oppression des masses silencieuses, et qui est là, justement, pour réutiliser les armes. Alors, l'oppression, elle vient de quoi? Elle vient des Arbites, simplement, qui utilisent les automatiques libérateurs, et bien lui, justement, il utilise les armes de l'ennemi pour
et ben justement protéger les masses silencieuses. Et en fait, on en fait un icône. Le Kellermorph, c'est lui qui va pouvoir inspirer une dévotion et puis une image du culte assez positive. Parce que bien sûr, quand vous vous faites molester par les Arbites, hein, c'est jamais agréable, voire mortel. Et du coup, quand vous voyez que lui arrive pour défendre en fait les opprimés, eh bien vous avez le côté rebelle. Donc du coup, vous avez ce côté, oui, il va nous sauver, il est là pour nous. Enfin, vous voyez vraiment encore une fois le côté Zorro. Et on vous dit que on va retrouver toujours un petit peu dans les sociétés qui sont infestées par un culte stealer, le symbole stylisé des petits tags avec le symbole stylisé du Kellermorph qui est là justement pour protéger l'humanité contre qui va être le sauveur. Voilà, donc ce petit côté est vraiment assez sympathique. Après, bon, bien sûr, au niveau des compétences martiales, il est extrêmement puissant, il a des réflexes de folie, il rate jamais sa cible, il est trop fort. Voilà. Vous imaginez, hein, si on fait un mix entre le Sanctus, le Primus et tout ça, ça vous donne un super combattant. Hein. Alors, le Nexos. Le Nexos, vous savez, c'est celui qui est avec son tableau de gestion stratégique. Lui, il est là pour pouvoir gérer le côté, justement, stratégique et gestion de ressources. On vous dit qu'il y a tellement de choses à gérer dans un culte stealer, évidemment, parce qu'il y a toutes les strates qui doivent être coordonnées, que lui, vraiment, c'est son rôle. Il est là uniquement pour ça, pour décharger en fait le patriarche de cette gestion complexe, ou le primus. Le Nexos, lui, est là pour s'occuper uniquement de la répartition des flux de matières premières, des ressources, savoir où est-ce qu'il faut envoyer, où est-ce qu'il faut cacher les chimères, etc. Et l'idée, c'est qu'il va aussi récupérer, en fait, on va le voir un petit peu plus loin, récupérer les informations de façon exacte. En fait, il a la capacité de pouvoir reprendre génétiquement en fait la mémoire des autres cultistes en fait. Ce qui fait que c'est comme si lui-même avait vécu ces choses-là. Alors bien sûr, c'est une charge immense pour son cerveau, mais comme il est spécialisé dans cette tâche-là, et bien du coup, malgré les douleurs, malgré la difficulté, il s'acquitte de cette tâche avec plaisir, bien sûr, et c'est lui qui va coordonner justement tous les efforts en fait du culte. Voilà. Alors, le Biophagus, lui, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est celui qui va chercher à améliorer génétiquement en fait les aberrations ou même les cultistes tout simplement. Et c'est un petit peu le médic, il va être là pour essayer de soigner un petit peu, enfin soigner, c'est plutôt améliorer hein, encore une fois un petit peu le Fabius Bill, pour ceux qui connaissent évidemment, j'espère. Donc voilà, après, quoi en dire, c'est assez classique, hein, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas trop à s'étendre sur lui. Voilà, il va plutôt rester caché, bien sûr, pour essayer de faire ses tests, mais quand le moment est venu, il va sortir, accompagné des aberrations pour pouvoir justement tester sur le terrain toutes ces améliorations et voir qu'est-ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis voilà, et ainsi de suite. Hop, voilà, on passe. Alors, les acolytes hybrides, ça c'est assez classique, je vous en ai déjà parlé, donc je vais aller assez rapidement. Les acolytes hybrides, donc c'est la première génération. Ce qui va les différencier en fait des hybrides métamorphes, c'est simplement que chez les acolytes hybrides, ils n'ont pas de membres foncièrement tyrannides. Vous voyez, ça c'est un hybride métamorphe, donc du coup il va avoir une pince broyeuse, un fouet, des griffes tranchantes, etc. Alors que l'hybride classique, lui, va avoir en fait des mains, alors bien sûr, même si c'est des mains qui se rapprochent plus de la bête plutôt que de l'humain, mais il va avoir des mains qui peuvent justement manipuler, et ils sont là pour ça. Et ils peuvent justement comme ça utiliser tous les outils de l'Imperium, c'est-à-dire les foreuses laser, les disqueuses, toutes les pinces hydrauliques, etc. Ce que ne peuvent pas faire au moins les hybrides métamorphes, mais qui eux sont plus spécialisés dans justement le combat, avec des armes tyrannides vraiment faites pour le combat. Mais on vous dit quand même que malgré tout, les métamorphes vont garder toujours une main utile pour pouvoir justement pianoter sur un petit code, pour pouvoir ouvrir un panneau de contrôle par exemple, avec une porte blindée, ce qui est toujours sympathique. Alors, les néophytes hybrides, ceux, c'est les 3e et 4e générations, donc c'est ceux qui sont, on va dire, le plus répandus, parce que évidemment, hein, dans le côté répartition, comme ils sont à la fin, ils sont bien sûr les plus répandus. Et puis c'est ceux qui sont le plus utiles parce qu'ils vont apparaître et se mêler justement encore une fois à la population et puis la défendre en fait. C'est ça qui est assez intéressant aussi, c'est que les néophytes hybrides, ils vont défendre leur monde s'il y a une invasion orque, s'il y a une invasion nécron par exemple. Et du coup, on va les décorer, on va leur faire passer des grades militaires, etc. Et puis par contre, quand c'est les tyrannides qui arrivent, et là,
la population se retourne vers ces héros en disant bah vous nous avez défendu contre les orques, défendez-nous contre les tyrannides, paf, une balle dans la tête, on n'en parle plus, retournement de situation, je retourne ma veste. Voilà, plutôt sympathique, mais voilà. Alors, les purs restreints Genie Stealer, c'est du Stealer classique, j'en ai déjà parlé plein de fois, vous connaissez. La seule chose qui est assez intéressante, c'est ça, c'est vraiment d'avoir en tête que le Genie Stealer, c'est n'importe lequel peut devenir un patriarche. C'est enfoui en eux, et que tant que l'esprit tyrannide, l'esprit de la ruche est là, ils vont simplement s'occuper des tueurs silencieux, d'infiltration, etc. Et puis dès qu'ils sont déconnectés en fait de cette influence, ils vont se développer en patriarche et essayer justement d'insuffler un culte Stealer. Alors, les aberrantes, c'est des mutations génétiques qui apparaissent comme ça à partir des hybrides et qui vont en faire des machines à tuer. Donc, ils ne sont pas dans la finesse, c'est vraiment typiquement ce que vous pouvez imaginer. Hein, quand vous avez vu cette image-là, vous savez exactement quel est leur fluff. Ils sont bêtes, mais ils sont très forts, ils encaissent. Ils font ce qu'on leur dit. Donc voilà. Ce qui va plus intéressant, c'est le côté abominante. C'est que parmi en fait les aberrantes, il y en a un qui va pouvoir développer en fait, alors pas forcément une conscience plus évoluée, mais qui va devenir encore plus fort, encore plus résistant, et qui va guider ouvertement en fait le côté combat du culte. Les aberrantes en fait, eux, on les cache. Et on ne va pas leur donner de mission, sauf quand il n'y a plus besoin de se cacher, auquel cas c'est allez, on ouvre les portes, allez, lâchez-vous, et puis faites le maximum de carnage. Voilà. Et l'abominante, on peut très bien... Enfin, si vous avez joué à Resident Evil 2 avec le Nemesis, hein, c'est complètement cette image-là. Hein. Quand il les décrit, on pourrait coller le Nemesis, ça passerait très bien. Voilà. Hop. Alors là, c'est intéressant, c'est les Atalan Jackal. Donc les Jackals, c'est ceux qui sont chargés de partir en avant du culte Stealer pour essayer de trouver des nouveaux terrains fertiles pour implanter justement le culte. Donc ça va être les voyageurs, un petit peu les nomades. Donc ils vont pas essayer de se mêler à la populace. Au contraire, ils vont essayer de passer très inaperçus. Et puis on vous dit que c'est assez facile parce que souvent les corporations minières envoient justement les Atalan, en fait, c'est le nom de la moto, en fait. Les motos, c'est ce qu'on appelle des Atalan. Donc voilà, vous avez appris un truc. Et du coup, ces motos, en fait, sont utilisées aussi par l'Imperium, hein, bien sûr. C'est pas les cultistes qui les construisent pour eux-mêmes. Et l'intérêt de ces motos, c'est que elles demandent bien sûr aucun entretien, qu'elles sont très costauds, un peu à l'image de ce que fait toujours l'Imperium. Donc, bien sûr, c'est très prisé par les cultes Stealers qui les utilisent pour aller partir à l'exploration. Ce qui est assez intéressant, c'est l'Alphus, le Jackal Alphus. Donc, c'est le maître sniper. Lui, on vous apprend que son but, c'est d'essayer de jouer justement le côté assassin silencieux. On le compare même à un vindicaire. C'est là où des fois on fait, mais les mecs, arrêtez un petit peu quand même. Parce que du coup, on le compare à un vindicaire. Le vindicaire, c'est quand même... Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand on lit ça, ça en met un coup par rapport à 20 ans de fluff où on vous dit le vindicaire, c'est l'assassin ultime de l'Imperium, il y en a que, je sais pas combien il y en a dans l'Imperium, mais on peut imaginer que c'est vraiment l'élite de l'élite de l'élite de l'élite de l'élite, etc., etc., etc. Et là, simplement, au sein de chaque culte, vous avez une génération spontanée d'un individu, le Jackal Alphus, qui a des capacités similaires au vindicaire. Et là, tu fais waouh, on est vraiment faible hein, dans l'Empire, enfin dans l'Imperium, pour avoir juste... qu'on ait besoin d'entraînement et de sursélection pour arriver au même résultat que le culte Stealer. Bon. Il y a ce côté, moi, qui me gêne toujours un petit peu. Après, voilà, vous lisez votre codex, vous avez envie d'avoir l'élite de l'élite, donc on vous dit, on vous brosse dans le bon poil, enfin dans le bon sens du poil. Mais c'est vrai que des fois, quand vous avez lu un petit peu toutes les factions, vous vous dites, ouais, ok, il est fort, mais de là à le comparer à un vindicaire, je ne sais pas. Mais bon, voilà, toujours est-il, voilà, j'en reviens en fluff. Mais bon, clac. On continue avec l'Achille Rage Runners. Donc ça, tout simplement, qu'est-ce que c'est? C'est des engins d'exploration qui sont très costauds aussi. Donc bien sûr, ça va servir au culte. Après, ça leur permet d'avoir une puissance de feu assez grande avec le laser de forage, etc. Et mobile. Donc bien sûr, c'est réutilisé. Et puis ça passe inaperçu, hein, parce que comme c'est quelque chose qu'on va avoir l'habitude de voir, ça attire pas trop l'attention. C'est la même chose avec le Goliath. Goliath qui est le véhicule, on va dire, qui convient le mieux au culte Stealer parce que ça permet de transporter, c'est très costaud, en temps de guerre
ça peut faire un massacre, parce que c'est très violent, ça a des armes de chantier, etc. Mais ça passe complètement inaperçu au sein de l'Imperium, parce que on est habitué à voir passer, vous voyez, c'est que si vous dans la rue vous voyez passer un char blindé, vous allez dire voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors que si vous voyez passer une bétonneuse ou un tracteur, une pelleteuse, là ça attire pas l'attention. Et c'est exactement pour ça que justement le culte aime le Goliath et le Goliath Rockringers. Voilà, après en termes de fluff, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, si ce n'est que c'est des machines très résistantes, voilà, donc qui nécessitent très peu d'entretien, donc très prisées par le culte. Ensuite, là, on va vous dire simplement que au sein de l'Astra Militarum, il y a justement des engins qui sont très prisés, à savoir la Chimère, qui est justement le véhicule le plus polyvalent et qui peut, là encore une fois, passer inaperçu. Quand vous voyez passer une Chimère dans l'Imperium, ça n'attire pas votre attention. Pareil, la Sentinelle, c'est très bien parce que même quand elle est blindée, justement, comme ça, on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est très sympathique. Et puis, ça a quand même une puissance de feu qui est assez intéressante pour le culte Stealer. Les Leman Russ, bien évidemment, qui vont être le fer de lance, et qui vont apporter justement ce gain de puissance à longue portée, cette artillerie. Et puis quand un culte justement au fur et à mesure récupère beaucoup de Leman Russ, ça augmente bien sûr son côté létal, et surtout quand l'Imperium pense que ces Leman Russ sont de leur côté et qu'au final ils se retournent pour tirer sur les troupes. Voilà, c'est le côté... on utilise les armes de l'adversaire, voilà. Et voilà, on est arrivé au bout du côté fluff, donc est-ce que je vous fais une petite conclusion? Oui, je trouve que le fluff est assez sympathique. Après, il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas de grosses révélations en mode waouh, on s'y attendait pas, hormis pour le côté vraiment l'hélice altérique. Moi j'aime bien avec ce côté, c'est l'Imperium lui-même qui s'est laissé corrompre par le gène, qui a lui-même incorporé les gènes Stealer. Il y a ce côté-là qui est assez sympathique et qui est étonnant, auquel on ne s'attendait pas forcément. Sinon, tout le reste, c'est exactement ce que vous pouviez avoir en tête en pensant culte Stealer, c'est-à-dire le patriarche qui s'infiltre, des ramifications à toutes les strates de l'échelle de l'Imperium, et puis bien sûr, au dernier moment, on se révèle, et puis paf, on est trop fort, on a miné toute la structure de l'Imperium, donc du coup il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de munitions, le Leman Russ que tu pensais avoir en soutien, finalement ils viennent tirer dessus, et ainsi de suite. Et du coup, voilà, les tyrannides arrivent, et puis déjà on est occupé à lutter contre le culte Stealer de l'intérieur, et en plus il y a cette masse énorme des tyrannides qui arrivent, et du coup c'est le raz-de-marée, et puis attaquer des deux côtés, les défenseurs ne peuvent que se transformer en biomasse, tout simplement. Voilà, et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé ça sympa de pouvoir vous parler un petit peu du fluff en détail. Comme plus la vidéo est venue assez vite, on reste dans l'actualité. Elle sort même techniquement avant que le codex soit sorti, donc comme ça, vous savez si vous avez envie de vous lancer ou pas dans le culte Stealer. Mais encore une fois, faites-vous plaisir, et puis n'hésitez pas justement à vous baser sur toutes les petites histoires qu'on a pu voir comme ça, genre le culte du rouage lamé, avec ce côté on va mélanger un petit peu Esquitari. D'ailleurs, ils auraient pu foncer un petit peu plus là-dessus, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de conversion. C'est vrai que dans le codex, maintenant, il y a tellement de figurines que c'est rare, très très rare qu'on vous donne de la conversion. D'ailleurs, même, je suis en train de réfléchir et de regarder un petit peu, mais il n'y a pas grand-chose, parce que ça, c'est un kit qui existe, vous pouvez encore retrouver peut-être des boîtes, je ne sais pas si c'est encore dispo sur le site de Games, mais vous pouvez retrouver des boîtes où vous avez de l'Astra Militarum avec des éléments qui le transforment en Brood Brothers. Donc voilà, faites-vous plaisir, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Vous avez toujours les commentaires pour me dire si ça vous a plu, si je continue à faire du fluff ou pas, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.